Sur Instagram, Marwan AM demande « J'ai pris une grosse averse avec la veste de pluie Scott et j'étais mouillé au niveau de la ceinture abdominale. S'agit-il d'un défaut ou bien est-ce normal ?» Salut Marwan AM, merci pour ta question. Donc si ta veste de pluie Scott ergonomique au bout de 20-30 minutes d'une grosse averse n'est pas étanche au niveau de la ceinture abdominale, ce n'est pas normal. Donc là tu peux faire un SAV. Après attention, il y a aussi des conditions d'utilisation. Si tu ne portes pas de pantalon de pluie et qu'il n'y a pas de jonction qui est faite avec le bas de ton corps, l'eau, la pluie, peut remonter sur ton cas de grosse flotte, c'est tout à fait possible, par capillarité de ton vêtement bas, de ton t-shirt par exemple, qui peut éventuellement dépasser de ta veste de pluie et remonter vers la ceinture abdominale. Et effectivement, si tu n'as pas de pantalon de pluie en bas et que tu as juste la veste de pluie, de toute façon, il y a une zone, en fait, je dirais, de non-étanchéité au niveau de la ceinture abdominale. Donc ça peut être normal. Veille aussi à bien mettre l'élastique. Il y a un élastique qui vient se fixer au niveau de la veste de pluie, qui passe par l'entrejambe et qui évite que la veste remonte. Parce que ça peut être aussi une possibilité que ta veste ne soit pas bien positionnée et qu'elle remonte au niveau un petit peu de la ceinture abdominale, surtout si tu es un peu corpulent. Et donc, tu peux créer par cet endroit-là, en tout cas, une zone de faiblesse où la pluie peut rentrer. Et puis, toujours par capillarité, ça remonte la pluie par les vêtements. Donc voilà, donc vérifie ces points-là. Mais normalement, une bonne veste de pluie comme la Scott ergonomique reste totalement étanche. Sur YouTube, Bruno demande « Bonjour, est-ce que je peux monter des feux anti-brouillard sur un X-Max 125 de 2013 ?» Alors, c'est pas un véhicule où il est simple de monter des feux anti-brouillard. Globalement, les scooters, il n'y a pas vraiment de point d'accroche pour des feux anti-brouillard. Donc, c'est pas le véhicule le plus adapté. Maintenant, ce que tu peux essayer de faire, alors chez Denali, il y a une patte qui vaut une dizaine d'euros, une patte coudée, que tu peux venir fixer éventuellement sur une vis de garde-boue ou au niveau d'une vis sur ta fourche, sur le bas de la fourche. Donc ça, c'est possible. Donc il y a des petites pattes coudées de chez Denali qui valent 10,90 € pièce, me semble-t-il. Et à ce moment-là, tu pourras venir fixer des petits feux, pas des grands feux, ça c'est sûr. Alors, chez Puig, il y a une version 20 watts qui existe à LED anti-brouillard qui vaut dans les 158 € la paire. Sinon après, tu as une belle version chez Denali, effectivement, qui ont une très belle qualité, mais qui valent 399 € et ce sont les D2. Voilà. Mais une fois de plus, à part les petites pattes de fixation coudées, je ne vois pas trop comment tu vas réussir à monter des feux anti-brouillard parce que vu que le véhicule est tout caréné, c'est sincèrement pas simple. Sur YouTube, Black Bikers demande « Connaissez-vous un site pour les visières teintées pour le Spartan GT ?» Alors, pour le Spartan GT, vu que c'est un nouveau produit qui vient de sortir, les écrans ne sont pas encore disponibles, donc tu ne les trouveras pas pour l'instant sur les sites internet ou en magasin, sauf peut-être en précommande, ça c'est possible qu'il y en ait qui l'aient référencé. Mais d'ici un mois environ, tu pourras l'acheter chez nous, donc chez XTM Moto, sans aucun souci. Sur Twitter, Versis59 demande « Quand les fabricants penseront-ils enfin aux femmes pour la forme et les tailles des équipements ?» Bonjour Versis59, merci pour ta question et c'est une question récurrente. Pourquoi il n'y a pas plus de vêtements femmes ou d'équipements adaptés aux femmes? Alors, la question est ça et la réponse est assez simple, c'est que le marché est tout petit. Donc déjà, le marché de la moto, c'est un tout petit marché, c'est un marché de niche. Hommes, femmes, enfants confondus, c'est tout petit. Alors, dans ce marché qui est de petite taille, si on prend uniquement les femmes, aujourd'hui, elles représentent 20% du marché. Et donc, les fabricants, ils ne peuvent pas produire des grosses quantités sur un marché qui est aussi petit. Malgré tout, je trouve que ces derniers temps, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts. Ils ont sorti pas mal d'équipements. On en retrouve chez Rivid, des équipements vraiment dédiés femmes, avec des coupes femmes. Tu vas en trouver chez Bering, tu vas en trouver chez Ixon. Même dans l'haut de gamme, chez Climb, ils ont des beaux modèles femmes et des beaux modèles femmes vraiment pour des rideuses et non pas uniquement pour des passagères, parce que ça, c'est là-dessus où je dirais quelque part, de temps en temps, ça pêche. C'est qu'effectivement, les marques ont du mal à prendre en compte que les femmes ne sont pas uniquement passagères, mais elles sont aussi pilotes. Donc ça, on le répète en permanence. Mais une fois de plus, c'est un problème de taille de marché. Si le marché, s'il y avait énormément de rideuses, il y aurait beaucoup plus d'équipements, quoi. C'est inévitable. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais que c'est pas satisfaisant en soi, mais c'est vraiment qu'un problème économique.
Sur Facebook, Fille Janet demande: avez-vous testé la caméra en barre en haut de la visière et le GPS qui se met sur le côté au niveau de l'œil? Alors les caméras, Fille Jeannette, alors déjà merci pour ta question, hein, mais les caméras Fille Jeannette, alors, nous on en a utilisé deux. Dire qu'on les a testés, c'est un grand mot, hein. On les a déjà installés sur des casques. On a installé la Midland Bike Guard et la Sena Prism, qui sont deux caméras effectivement qu'on met sur le côté. Voilà, c'est des caméras qui offrent une qualité tout à fait acceptable. C'est pas non plus des GoPro, mais c'est des bonnes caméras globalement. Elles filment dans une bonne résolution. Elles sont pratiques à l'usage. Moi, je les trouve sympas. Elles sont moins déportées que des fois des caméras GoPro parce qu'il y a le pied, etc. Voilà, je dirais que c'est des bonnes caméras. Après, t'en dire plus, on les a pas testées, on n'a pas fait de montage avec, donc on n'a pas travaillé sur le rendu, et donc je pourrais pas t'en dire plus. Concernant l'autre point que tu soulignais, qui était la petite caméra sur le coin de la visière, pour nous, pour l'instant, c'est pas encore au point. Alors certains fabricants nous ont déjà montré des systèmes, on a pu les essayer. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Moi qui suis porteur de lunettes, ça me gêne en plus. Voilà, donc j'attends, ça va évoluer, hein. De toute façon tout ça va changer, les casques sont en pleine évolution. Moi je te dirais d'attendre un petit peu sur cette technologie qui n'est pas encore tout à fait opérationnelle. Sur YouTube, Pascal LM demande: peut-on enfin rouler sous la pluie avec le casque Shark Street Drac? Salut Pascal LM, merci pour ta question. Alors, sincèrement, que ça soit le RAW ou le Drac, on en a vendu beaucoup ces dernières années et on n'a jamais eu le problème que tu décris effectivement d'eau qui vient s'infiltrer à travers les mousses et donc à un moment donné rendre la vision à travers le masque problématique. Ça n'a jamais arrivé, voilà, on n'a jamais eu des SAV, donc on a eu d'autres problèmes chez Shark, hein, ça arrive, mais ce problème-là que tu décris, on ne l'a jamais eu. Donc c'est assez difficile de répondre à tes questions en disant est-ce que le nouveau masque corrige le problème parce qu'on ne l'a pas connu jusqu'à présent. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau masque, donc il a été revu, redessiné pour être plus confortable. Donc je pense qu'effectivement, et plus facile à démonter, donc je pense qu'effectivement, il va être mieux. Maintenant, ce problème, on ne l'a jamais eu. Alors moi, ce que je peux par contre te conseiller quand même, parce que c'est la première chose qu'il faut faire quand tu as un problème sur un casque, surtout chez Shark, les casques sont garantis 5 ans. Il y a une petite cartonnette avec la garantie, avec un numéro de série, et en fait tu dois t'inscrire sur le site de Shark pour bénéficier de la garantie. Si tu ne le fais pas, en fait c'est une garantie classique de 2 ans, et si tu le fais, tu as une garantie de 5 ans. C'est bien de t'inscrire sur le site de Shark avec ton numéro de série et de faire tout simplement un SAV sur ta Google, parce que ce n'est pas normal. Voilà, en tout cas par rapport à notre retour d'expérience, il n'y a pas eu de défaut constaté sur ce masque. Sur Twitter, Renoufle demande: j'aimerais avoir votre avis sur la durée de vie réelle d'un top case en aluminium parce que la différence de prix avec ceux en plastique est importante. Top case aluminium versus plastique, ça c'est un vieux débat. Je me suis posé aussi la question. Voilà. Alors moi j'ai pris un top case plastique avec un capot aluminium parce que je trouvais que le côté un peu aventure trail, ça allait mieux avec mon véhicule. Donc je l'avais pris chez JV à l'époque. Maintenant, c'est vraiment une question de choix. Je ne sais pas dire si l'un est plus durable que l'autre. Alors j'aurais tendance à dire que si tu tombes pas, l'alu, c'est quand même plus costaud. Parce que le plastique, il va bien vivre dans le temps, mais il aura peut-être tendance un petit peu à se décolorer. Du moins la couleur aura tendance un petit peu à passer. Alors que l'alu là-dessus sera effectivement plus... bougera moins tout simplement. Par contre, en cas de chute, je dirais que le plastique va avoir une meilleure capacité d'absorption et donc peut-être qu'il ne cassera pas et qu'il va se déformer un peu, revenir en place, alors que l'alu, s'il tombe, il va se tordre. Donc il faudra le redresser, et des fois, effectivement, ça peut être embêtant si dans un trip, il se tord, que tu puisses plus le fermer ou l'ouvrir. Bon, ça peut être un peu plus compliqué, ce qui arrive, a moins de chances d'arriver avec le plastique globalement. Donc voilà. Après, sur un très gros choc, on peut aussi avoir quelque chose qui casse, mais globalement, les top cases sont quand même très rigides. Et j'ai pas eu de clients qui m'ont remonté effectivement des problèmes de top case cassés, en tout cas de grosses casses sur un top case en plastique. Bon, après, s'il y a une chute, il y a une chute. Donc voilà. Donc c'est difficile. Après, il y a aussi un côté esthétique.
Et puis il y a peut-être un côté sécurité, je dirais, chez certains clients qui préfèrent m'acheter de l'alu parce que les serrures sont plus costauds et donc sont peut-être plus difficiles à ouvrir que les top cases plastiques. Ça, c'est un point que l'on m'a déjà remonté. Donc effectivement, si tu es en ville et que tu as peur de te faire visiter ton top case, l'alu sera plus résistant. Donc ça, c'est sûr que c'est un point positif. Après, au niveau du poids, je pense que le top case plastique ou le top case alu, ça doit se valoir. Il faudrait que je le pèse, hein. Peut-être que l'alu va être un peu plus lourd quand même, parce que c'est du métal. Il faudrait que je pèse. Voilà. Ça, je ne sais pas répondre sur cet aspect-là. Mais bon, globalement, je vais te faire une réponse de Normand. Ça dépend vraiment un petit peu de ton utilisation. Et puis, il y a quand même un aspect esthétique qui est pas négligeable. Voilà, j'espère que ma brève explication a été claire. Sur Facebook, Hilario Medina demande: que conseillez-vous pour un pantalon moto de voyage, le jean, le pantalon textile ou le cuir? Salut Hilario, j'espère que tu as la forme. Écoute, jean moto ou pantalon textile ou pantalon moto cuir, alors moi, si c'est pour voyager, je préfère le pantalon textile pour plein de raisons, hein, parce que tout simplement, il peut être étanche. Donc s'il flotte, t'es pas obligé de récupérer un pantalon de pluie dans ton top case pour t'habiller en urgence. Donc voilà, ça c'est un point positif. Sur un pantalon textile, tu peux créer des ouvertures, parce que souvent ils sont conçus pour ça, pour pouvoir aérer le pantalon s'il fait chaud. Donc ça sera plus polyvalent qu'un jean, ou quand t'as chaud, surtout que souvent les jeans, on va dire entrée et moyenne gamme, c'est du Kevlar, et le Kevlar ça tient quand même plus chaud que sur un denim classique. Donc voilà, après il faudrait partir sur de l'armalite, même si malgré tout on a de l'épaisseur, hein. Donc un jean ça restera plus chaud qu'un pantalon textile avec des aérations bien conçues. Après en termes de résistance au choc, je dirais que ça dépend de la qualité du jean. Le jean va être résistant à l'abrasion maintenant parce qu'ils ont du Kevlar, ils ont de l'armalite ou ils ont d'autres matières qui résistent à l'abrasion. Maintenant, en général, les protections sont plus importantes sur un pantalon textile parce qu'on peut retrouver par exemple des pantalons, des vraies protections au niveau des hanches qu'on ne retrouve pas sur des jeans, ou des fois on ne veut pas les mettre sur les jeans parce que justement ça gâche un peu l'esthétique, ça qui est un peu mon cas parce que j'ai un escotch, je ne mets jamais les protections hanches. Donc voilà. Pantalon textile, alors le pantalon cuir, évidemment c'est top en cas de chute, et très bonne résistance à l'abrasion. Même si aujourd'hui sur les textiles, avec les Cordura, les Cordura sont vraiment très résistants, et on arrive à avoir des résistances très proches du cuir, hein. Le pantalon cuir, c'est sympa, c'est joli parce que ça peut avoir un petit côté esthétique, c'est le côté vraiment motard. Par contre, effectivement, à part le côté résistance à l'abrasion, d'un point de vue pratique, c'est pas très pratique parce que ça tient chaud. En été, ici il pleut, c'est pas étanche. Donc voilà, c'est le premier équipement qu'on achète, comme on dit souvent, quand on vient d'avoir sa moto, c'est un beau blouson cuir. Et en général, on finit par acheter un textile ensuite parce que c'est quand même beaucoup plus polyvalent dans une utilisation quotidienne. Sur Facebook, Thierry Laurent demande: existe-t-il un intercom fiable et économique? Merci Thierry Laurent pour ta question. Donc le prix des intercoms, et oui, mon Dieu, ça coûte cher. Mais c'est un accessoire électronique qui vaut effectivement un peu de sous, parce qu'il y a toujours du développement dessus. Alors si tu veux rester sur de l'électronique, les versions, on va dire les moins chères aujourd'hui qui existent sur le marché, c'est Midland qui la propose, parce qu'ils ont un intercom qui s'appelle le BT Mini duo ou double, qui permet d'avoir un intercom, donc deux intercoms pour communiquer, pilote passager, pour moins de 199 €. Du moins pour moins de 200 €, je veux dire. Donc 199 €, ça c'est pas mal. Et après, tu vas retomber sur les classiques chez Senat, le SF2 Duo qui vaut, si je regarde, on pense bête, 269 €. Et après le Freecom 2 de chez Cardo qui est un petit peu plus cher. Voilà, donc le moins cher en électronique, ça sera le BT Mini double de chez Midland. Pour l'instant, ce qu'on aura de moins cher à te proposer sur le site internet. Après, si tu veux partir sur une autre solution où il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de pile, comme dirait mon ami qui l'a développé, tu as le Tuocom. Donc le Tuocom, c'est un peu le pot de yogourt de manière un peu plus
adaptés à l'utilisation de la moto, qui est un système de tuyaux qui te permettra de communiquer avec ta passagère sans aucun souci et qui fonctionne plutôt bien. Et j'ai plein de clients qui sont adeptes de ce système-là. Et là, pour le coup, ça vaut une cinquantaine d'euros le tuyaucom. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'usage que tu vas en faire. Si tu communiques pas très souvent avec ta passagère, que c'est finalement pour une ou deux balades dans l'année, c'est peut-être pas la peine d'investir dans un système électronique. Le tuyaucom fonctionne bien. Après, je ne connais pas d'autres systèmes à part ou le tuyaucom ou la version électronique, et une fois de plus, ça sera le Midland de moins cher. Voilà, à très bientôt. Sur Instagram, Ange Zemi nous demande: que conseillez-vous pour une sportive, des leviers courts ou longs? Alors j'ai bien vu ta question sur les leviers. Alors c'est une question qui dépend en fait quelque part de comment tu pilotes ta moto. Ça peut te sembler étrange, mais j'ai des clients qui aiment bien piloter leur moto avec les mains très écartées sur le guidon, parce qu'ils veulent pouvoir prendre appui facilement sur le guidon, même sur piste, hein, j'ai des clients qui sont comme ça, parce qu'ils veulent vraiment sentir la moto quand ils prennent leurs appuis. Si tu es dans ce cas-là, en fait, il faut rester sur des leviers longs. C'est pas un problème de routière ou de sportive, c'est vraiment un problème de comment tu positionnes tes mains sur ton guidon. Donc dans ce cas-là, effectivement, des leviers longs sont presque indispensables, quoi. Ça correspond un peu à ton usage. Après, si tu es plutôt du genre à freiner avec les deux doigts, avoir les mains plutôt vers le centre, levier court, pourquoi pas. Voilà, moi je suis très deux doigts. Après, j'ai quand même des leviers longs sur ma moto. Les deux fonctionnent bien. Je dirais que l'avantage du levier long, c'est peut-être en cas de chute, il y a moins de chances qu'il casse. Voilà. Après, la pression sera un petit peu plus rapide sur un levier court. Mais sincèrement, j'ai plein de gens qui sur piste utilisent des leviers longs, une fois de plus par rapport à la position de leurs mains sur le guidon. Donc c'est vraiment en fonction de ton ergonomie sur ta moto.